Bonjour à tous. Alors, il va être l'heure de commencer ce troisième webinaire sur le SEO immobilier. Et ben, on va me démarrer. C'est parti. C'est parti. Donc, on se retrouve pour ce troisième webinaire d'une série de 4. Donc, moi, je suis Pauline Génoni, je suis experte SEO et je fais partie de l'équipe référencement web marketing de Rodacom. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Elisa, qui est alternante chez nous. Elle est un petit peu stressée parce que c'est son premier webinaire, mais tout va bien se passer. Un peu plus en détail. Alors, on a commencé par définir ce que c'était le SEO il y a un mois environ. Après, on a enchaîné il y a 2 semaines avec ma collègue Zoé pour mieux comprendre la partie technique, et c'est-à-dire comment faire pour que son site soit rapidement lisible par Google, c'est la crawlabilité, et comment l'optimiser pour qu'il soit explorable et indexable. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au SEO on page, c'est-à-dire le contenu. On va En gros, pourquoi on s'intéresse au contenu, c'est parce que si le site est facilement crawlable, comme on l'a dit, mais qu'il n'y a pas d'information de contenu dedans, bah en fait, c'est pas intéressant, et Google, il va pas s'y attarder. Exactement. Si un site est vide, il a beau être très optimisé techniquement pour le SEO, il pourra jamais se positionner sur les moteurs de recherche puisque le nerf de la guerre dans le SEO, c'est un petit peu le contenu. On rappelle rapidement la définition du SEO. Alors, le SEO, c'est le Search Engine Optimization, donc c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et c'est ce qu'on appelle couramment le référencement naturel. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie contenu. Et si on définit un petit peu ce qu'est un contenu optimisé SEO, eh bien, c'est l'ensemble des textes et des visuels qui traitent d'un sujet, une requête clé qu'on va approfondir après, qui est destiné à mettre sur le web afin de remonter dans les moteurs de recherche. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la création de contenu optimisé SEO? Eh ben, tout simplement parce qu'il y a une règle qui est extrêmement simple sur le web, c'est que plus il y en a, plus vous êtes considéré comme pertinent et qualitatif pour Google, et donc plus il a de la chance de vous faire remonter sur ces pages de résultats. En effet, un site qui a beaucoup de contenu, souvent ces contenus vont être développés autour d'un même thème, et bien il va être considéré comme étant expert dans ce domaine par Google, et donc de manière générale, il pourra remonter très facilement lorsque des internautes vont faire des recherches. Petit exemple aussi pour illustrer ce propos, si vous êtes une agence immobilière à Angers et que vous créez un contenu agence immobilière Angers, estimation maison Angers, ou vivre proche d'Angers, village près d'Angers, prix mètre carré Maine-et-Loire par exemple, vous allez travailler un maximum de requêtes, créer un maximum de contenu, de pages spécifiques à ces thématiques-là. Et donc, Google va tout simplement repérer très rapidement que vous êtes un expert de l'immobilier, que vous êtes en plus un expert de l'immobilier dans le Maine-et-Loire et plus particulièrement à Angers. Alors, lorsqu'un internaute fait une recherche par rapport à ces questions, à ces thématiques que vous avez déjà développées sur votre site, eh bien, vous avez plus de chances de remonter dans les résultats de recherche. Donc c'est un travail qui est long, qui est fastidieux, puisqu'encore une fois, plus il y en a, mieux c'est pour Google. Mais pour que ces contenus soient bien référencés, il y a certaines règles à respecter. Ces règles, donc on va les voir juste après. Il y a une chose qui est très importante de retenir, c'est que lorsqu'on crée du contenu optimisé SEO, donc on crée du contenu pour son site internet, on parle au robot, on parle à Google, évidemment, puisque notre objectif, c'est quand même d'arriver premier sur les résultats de recherche, mais on parle aussi aux humains, puisque ces contenus qu'on va créer, ils sont destinés à être lus par des internautes, donc ils doivent être agréables à lire, ils doivent être suffisamment précis, suffisamment concis, et qui puissent au final permettre à ces internautes de devenir des prospects. C'est notre but ultime. Et donc, on va rentrer plus dans le détail avec les règles à respecter lorsqu'on fait un contenu SEO. Et donc, la première règle, c'est un contenu égale une requête cible. Exactement. Qu'est-ce que c'est la requête cible? C'est la requête clé, et c'est la thématique sur laquelle votre sujet va être écrit. C'est-à-dire que cette thématique, ça va être ce que l'internaute tape dans sa barre de recherche pour trouver ce qui l'intéresse. Et donc,
ça va développer tout le thème de notre contenu. Et donc, on va avoir tendance à le répéter pour que Google comprenne bien que c'est le thème de notre contenu. Exactement. Donc, si par exemple, vous décidez de créer un contenu qui s'appelle Maison à vendre à Grenoble, c'est votre requête clé. Ça correspond à une recherche qui va être tapée sur les moteurs de recherche. Donc, c'est tout simplement ce qu'on va taper dans la barre de recherche et qui va être répété tout au long de ce contenu. Mais attention, quand on dit répéter tout au long de ce contenu, ça sert à rien de suroptimiser et de répéter 20 fois cette requête-là. Tout simplement parce que Google le voit, c'est ce qu'on appelle du stuffing. Et la réflexion de Google, c'est très simple. C'est moi, je référence des sites internet dans l'objectif de pouvoir répondre à des questions que mes utilisateurs se posent. Et ces contenus-là, ils doivent être suffisamment précis, lisibles et réellement être pertinents pour mes utilisateurs. Donc, s'ils détectent que vous répétez 2 fois par ligne le mot maison à vendre à Grenoble, il va très vite comprendre que votre contenu, il a été créé uniquement pour bien se référencer, mais qu'il n'est pas là pour apporter quelque chose aux utilisateurs, puisqu'un utilisateur, s'il voit 20 fois le même mot sur une page, ça va être très pénible, très, très fastidieux à lire. Et donc, l'idéal, c'est de répéter entre 8 et 10 fois, mais au-delà, ça commence à faire beaucoup. Autre chose, comment est-ce qu'on va choisir une requête clé? Bah oui, si on veut choisir la thématique dont on va parler dans ce contenu, et ben déjà, il faut choisir une requête qui est tapée par les internautes. Si on choisit un sujet qui est absolument jamais tapé, jamais recherché par les internautes, eh ben, on va avoir un contenu qui peut être superbe, mais il permettra pas d'attirer du trafic et donc de convertir. Une fois qu'on a un petit peu défini un certain nombre de requêtes sur lesquelles on pourrait travailler, on se pose parfois la question de quelle requête est-ce qu'on va choisir, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les moteurs de recherche. Souvent, on a un peu le réflexe d'aller vers des sujets qui sont très généraux. Par exemple, estimer sa maison. Alors, on a une forte volumétrie, c'est-à-dire que c'est une recherche qui est qui est faite de nombreuses fois sur Google. Le problème de ces requêtes qui sont très générales, comme estimer sa maison, elles ont certes des grosses volumétries, donc elles vont toucher beaucoup de monde. Mais premièrement, c'est très compliqué de se positionner sur ce type de requête, puisque derrière, vous avez des gros sites immobiliers comme des portails, par exemple, qui ont un maximum de contenu et qui vont travailler ces requêtes-là et qui risquent de vous effacer complètement. Pour vous positionner en tant que petit site d'agence indépendante, ça va être compliqué. Et la deuxième raison, c'est que si vous êtes, par exemple, une agence immobilière à Versailles, que vous faites un contenu estimer sa maison, même si vous vous positionnez très très bien, vous allez toucher les 1200 personnes qui font les recherches par mois. Le problème, c'est que si vos internautes, ils sont à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Lille, et qu'ils n'ont pas de maison à vendre à Versailles, et ben certes, ils vont consulter votre contenu, mais jamais ils vont être convertis en prospects. C'est pour ça qu'en général, nous, on conseille de choisir des requêtes qui sont plus petites, avec une plus faible volumétrie. Par exemple, estimer sa maison à Versailles, volume 20. Qui sont beaucoup plus précis, mais qui vont permettre d'attirer des internautes qui sont qualifiés et qui peuvent se transformer en prospects et donc devenir clients. Nous, pour choisir ces requêtes-là, on utilise des outils qui sont très très élaborés, mais aussi très très chers. Vous, en tant qu'agence, l'outil qui est disponible et gratuitement, c'est Google Trends. Alors, il n'est pas aussi précis que nous, les outils qu'on va utiliser, mais il a l'avantage d'être gratuit. Donc, utilisez ça si vous souhaitez vous mettre au référencement sans dépenser beaucoup d'argent. Deuxième règle. Alors, le cocon sémantique, qu'est-ce que c'est que le cocon sémantique? En gros, c'est tous les mots autour de votre requête principale qui sont un peu dans le thème. On peut apparenter ça au champ lexical autour de votre thématique. Par exemple, si votre thématique, c'est estimer sa maison, le cocon sémantique, ce sera les biens, les prix, la surface, l'environnement, les quartiers, etc. Et en gros, ce cocon sémantique, il va permettre à Google de plus ancrer le thème et peut-être aussi d'ouvrir les requêtes plus largement et le faire remonter sur d'autres positions. Encore une fois, le but d'un contenu optimisé SEO, c'est d'envoyer des informations à Google. Donc, si vous lui envoyez la requête clé, mais que derrière, vous parlez
complètement d'autre chose, il va comprendre que votre contenu n'est pas pertinent. Et donc, plus vous allez faire un cocon sémantique qui est fort, donc en utilisant un champ lexical comme l'a très bien illustré Elisa, et plus vous avez de la chance de remonter dans les moteurs de recherche pour la requête que vous travaillez, mais aussi potentiellement sur d'autres requêtes similaires. Troisième règle et non des moindres, c'est la longueur du contenu. Encore une fois, l'objectif pour Google, c'est de proposer un contenu qui soit complet et détaillé à ses internautes pour qu'ils aient un maximum d'informations et qu'on soit certain qu'ils aient trouvé la réponse à leurs questions. Et encore une fois, Google est un repos, donc sa phrase clé, c'est plus il y a de la quantité, plus c'est de la qualité. Plus il y a de la quantité, plus vous développez un cocon sémantique, donc des mots qui se rapportent à votre requête clé. Et donc, plus pour Google, vous êtes censé répondre à la question que l'internaute se pose. Du coup, dans ce cas, on conseille, pour que ce soit assez étoffé et la requête soit assez remise, de rédiger environ 800 mots et le mieux, c'est plutôt 1000 mots. Voilà, 800 mots, c'est vraiment un minimum. Encore une fois, plus vous allez faire de contenu, plus vous allez renforcer votre cocon sémantique, plus vous allez envoyer d'informations et donc mieux vous pourrez vous positionner. Alors, une fois qu'on a notre requête clé, qu'on sait à peu près ce qu'on va dire, les quelques cocons sémantiques qu'on va utiliser, qu'on sait que notre contenu il doit faire entre 800 et 1000 mots minimum, eh ben, il va falloir structurer ce contenu. Le structurer parce que plus on va le structurer, plus ça va être facile à lire pour les internautes. Et pour le structurer, on va utiliser des titres, un petit peu comme tu dois faire en cours, par exemple. Vous avez le titre du chapitre et puis après, grand 1, grand 2, grand 3. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire avec le contenu pour indiquer aux internautes quelles sont les grandes idées qu'on va développer tout au long de son contenu. Mais ça sert aussi pour Google si ces titres qu'on met contiennent des balises titres. Donc, ce sont des balises HTML qui sont rentrées dans le code qui s'appellent H1, H2, H3. Et qui vont permettre, encore une fois, d'indiquer à Google quelles sont les grandes idées qui vont être développées dans mon contenu et de renforcer l'envoi d'informations au robot. Du coup, pour renforcer ces informations envoyées au robot, il y a une règle, enfin, on conseille en tout cas de remettre la requête clé dans le H1, enfin que la requête clé soit le H1. Par exemple, si notre requête clé, c'est estimer sa maison à Grenoble, ce sera notre H1. Ensuite, on pourra mettre en H2 prix mètre carré Grenoble, en autre H2 évolution du marché immobilier à Grenoble, etc., etc. Vous avez H1, H1, c'est dur à dire, c'est votre requête clé et après vos H2, c'est les grandes idées à développer. Les H3 vont être des sous-parties. Autre balise très importante lorsqu'on fait un contenu optimisé SEO, ce sont les mots en strong. Tout simplement, les mots en strong, ce sont les mots en gras. Parce que Google, il lit comme les internautes, c'est-à-dire qu'il a tendance à lire en diagonale. Et pour bien lui faire comprendre les idées importantes de son contenu quand on lit en diagonale, l'idéal, c'est de faire ressortir les informations importantes en gras. Et donc, ces balises, elles se matérialisent comme vous voyez à l'écran, donc avec les strong et les strong barrés. Et entre les deux, l'idée importante, pour les balises HTML H1, H2, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de mettre strong, on met H1 ou H2. Le maillage interne, autre élément très très important. Le maillage interne, c'est comme si vous étiez en train de créer une grande toile d'araignée au sein de votre site web. Et le but, ça va être de lier les pages du site entre elles, donc les contenus entre eux. L'objectif, c'est d'indiquer à Google que vous avez développé des contenus similaires pour venir renforcer l'information que vous êtes en train de développer dans ce contenu. Et que, en plus de ça, vous êtes un expert sur le sujet puisque vous avez tout un tas d'autres contenus qui sont connexes et qui sont connectés entre eux. Et pour l'utilisateur, ça lui permet un peu la même chose, c'est de voir que lorsque vous évoquez une idée dans votre contenu que vous avez développé dans un autre, il peut y aller très facilement juste en cliquant sur l'expression maillée, donc avec un petit lien. Et en tant qu'entreprise, ça vous permet plusieurs choses. Ça nous permet d'augmenter la durée de visite par le fait que les internautes se déplacent dans le site, de diminuer le taux de rebond parce que en fait, si le contenu sur lequel il est tombé n'était pas forcément ce qu'il voulait exactement, il va avoir la chance de pouvoir trouver quelque chose qui lui correspond.
Et enfin, ça permet d'augmenter la probabilité de conversion parce qu'on donne une opportunité à chaque fois à l'internaute de cliquer sur un bouton et qui après on prenne son contact. Exactement. Plus il va naviguer, plus il va aussi voir votre expertise, plus il va avoir la possibilité de cliquer sur des boutons et donc vous allez le retenir et potentiellement le faire rentrer dans l'entonnoir de conversion. Autre balise importante? La balise Alt. C'est la balise qu'on met sur les images et ça permet à indiquer à Google de quoi traite l'image. C'est un peu le descriptif de l'image. Alors par exemple, là, on aurait pu écrire 4 adultes qui travaillent debout autour d'une table, mais la règle, c'est plutôt de remettre sa requête cible pour que on puisse nous trouver sur Google Images, c'est-à-dire que notre contenu, on puisse le trouver à partir de l'image qu'on a mis et qu'après, il puisse voir ce qu'on a écrit. Exactement, on l'a vu, Elisa vous l'a expliqué en tout début de webinaire. Les contenus, c'est à la fois du texte et de l'image. Et donc, ces images, il faut pouvoir les référencer. Et donc, l'idéal pour qu'on soit à peu près sûr d'être aussi référencé dans Google Images, puisqu'on peut attirer des internautes via ce canal-là, eh bien, plutôt que de décrire votre image dans la balise Alt, décrivez plutôt votre requête clé. On rappelle juste comme ça, les images, faites attention qu'elles ne soient pas trop lourdes pour permettre à votre page de charger correctement et puis pas ralentir le site parce que ça va pénaliser votre SEO. Les métadonnées, un élément qui est super important également. Alors déjà, les métadonnées, qu'est-ce que c'est? Quand vous faites une recherche sur les moteurs de recherche, sur Google par exemple, vous tapez votre requête, vous cliquez sur le bouton chercher et vous tombez sur une page, une liste avec différents sites web qui peuvent répondre à votre question. Vous avez un petit titre en bleu, c'est ce qu'on appelle la meta title, et ensuite vous avez en gris ce qu'on appelle la méta description. Et là, l'objectif de cette meta title, méta description, donc de ces métadonnées, il est double. Le premier, déjà, c'est de faire comprendre à Google de quoi votre texte va traiter. Donc, vous en rajoutez une couche. Mais la deuxième fonction de ces métadonnées, c'est que c'est aussi la première vitrine que l'internaute va voir avant de cliquer sur votre site web. Donc, votre titre et votre métadescription, elles doivent être suffisamment convaincantes, suffisamment marketées pour pouvoir attirer le client. Le client, il n'est pas encore client, l'utilisateur, et le faire justement devenir prospect puis client à la suite. Plusieurs règles également à respecter pour les métadonnées. Alors, pour les métadonnées, il faut que la requête cible soit remise dedans. Donc, du coup, ça remet une couche pour Google. Le meta title, lui, il doit comporter maximum 70 caractères parce que sinon, en fait, on ne peut pas l'afficher en entier sur les pages web. Ça dépasse. Ça en coupe en bout, quoi. Et du coup, toute l'information n'est pas là pour l'internaute et c'est dommage. Et pour la méta-description, elle doit faire 160 caractères. Mais comme l'a dit Pauline, il faut que ce soit assez précis, concis, qu'on ait remis la requête cible et que ça attire les personnes. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. C'est un peu fastidieux, effectivement, puisqu'en 160 caractères, c'est plus court qu'un tweet. Et quand il faut placer une grande requête clé, par exemple estimation maison à Aix-les-Bains, c'est quand même assez long, ça prend beaucoup de caractères et qu'il faut en plus le marketer, le packager, ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Dernier point, parce que bon, le SEO, c'est quand même, ça a quand même pour objectif de permettre à des utilisateurs de devenir des prospects. On n'oublie pas les boutons qu'on va appeler des call to action, par exemple. Contactez-nous, estimez mon bien, s'inscrire à l'alerte mail. Exactement. Donc, c'est en fait tout simplement des opportunités que vous offrez aux internautes à prendre contact avec vous et à rentrer dans l'entonnoir de conversion et pas à les laisser repartir dans la nature. Petit point important, on a dit qu'une des règles premières du SEO, c'était plus il y avait de contenu, plus il y avait de détails, plus le contenu était long et mieux il était. Et on a vu qu'un minimum de 800 mots, c'était l'idéal. Le problème, c'est que si vous faites une annonce immobilière de 800 mots, ça va être très long à lire et pas sûr que vous ayez la matière pour faire un contenu aussi long. Cependant, vous pouvez garder quelques règles très importantes pour optimiser ces annonces. On peut remettre, par exemple, les balises strong, faire ressortir les idées importantes. Par exemple, qu'il y a un magnifique jardin, plein une terrasse, une vue montagne, 4 pièces, que c'est à Grenoble.
c'est magnifique. Et que c'est magnifique. Le cocon sémantique, du coup pareil en redétaillant tous les mots autour de votre annonce et l'image maison à vendre Grenoble avec la balise alt. Exactement. Alors, ces annonces, elles remonteront pas forcément seules sur Google. En revanche, comme elles vont être optimisées et elles vont avoir un fort contenu, elles vont permettre de renforcer l'idée que vous êtes un spécialiste de l'immobilier dans cette zone et permettre à votre site, de manière globale, de remonter. Parce qu'encore une fois, plus vous avez de contenu sur votre site internet, plus vous êtes considéré comme étant pertinent par Google parce que vous lui envoyez un maximum d'informations. Donc, plus vous avez la possibilité de remonter de façon générale sur les résultats de recherche. Donc, les avantages d'un contenu optimisé SEO, c'est déjà qu'il est complet et précis. Il permet à une agence immobilière de diffuser son expertise auprès d'un public qui ne la connaît pas forcément. Et donc, ça peut convaincre parfois des internautes de vous contacter, vous, plutôt qu'une autre agence immobilière parce qu'ils voient que vous maîtrisez le sujet et que vous êtes prêt à diffuser vos connaissances. Ça permet de naviguer sur l'ensemble du site grâce au maillage interne. Ça permet de réaliser des objectifs de conversion. Donc, on l'a vu, contacter nous, proposer un bien, s'inscrire à l'alerte email, etc. Parce qu'il y a des opportunités d'appel à l'action qui sont mis éparpillées un petit peu sur tout le site. Et ça permet surtout de se positionner sur les moteurs de recherche, donc d'apparaître dans un classement suffisamment bon pour attirer des internautes sur son site internet et donc pouvoir les convertir. Petite subtilité, souvent on nous demande est-ce que faire un article de blog, c'est considéré comme un contenu SEO? Alors, la réponse est oui, mais vous pouvez très bien créer un article de blog et faire en sorte qu'il soit optimisé pour le SEO, c'est-à-dire qu'il suive toutes les règles qu'on a citées précédemment. Seulement, il faut savoir qu'un contenu vraiment créé pour le SEO, c'est un contenu qui va répondre à des requêtes spécifiques, donc à des recherches qui sont faites par les internautes. Il doit pouvoir perdurer dans le temps, c'est-à-dire qu'il doit être valable aussi bien en juillet 2020 qu'en juillet 2022, même si vous pouvez faire des mises à jour de données, par exemple, ou ajouter du texte pour le rendre un peu plus détaillé, un peu plus complet. Et justement, c'est un contenu qui est complet et détaillé parce qu'il doit fournir un maximum d'informations pour les internautes. Alors qu'un article de blog, c'est souvent beaucoup plus court et ça va traiter d'une actualité qui est chaude, d'un sujet qui intéresse les internautes à un instant T. C'est un peu un contenu à consommer sur place et c'est vraiment idéal à repartager sur les réseaux sociaux parce que vous savez que vous allez pouvoir engranger du clic. Autrement dit, le contenu SEO, c'est plutôt un levier marketing, alors que l'article de blog est plutôt un outil de communication. Vous pouvez, encore une fois, créer des articles de blog optimisés SEO, mais l'aspect blog est vraiment un aspect actualité chaude. Des exemples, par exemple, des exemples qu'on pourrait trouver, un contenu SEO, ça pourrait être maison à vendre à Grenoble. Alors qu'un article de blog, ça pourrait être la maison de Brad Pitt est à vendre sur Grenoble. Par exemple, la maison de Brad Pitt est à vendre sur Grenoble, ça va tout de suite déclencher du clic à l'instant quand ça va être repartagé sur les réseaux sociaux, mais au bout d'un moment, ça va s'essouffler et donc vous n'attirerez plus personne. Alors qu'un contenu maison à vendre à Grenoble, si vous le repartagez sur les réseaux sociaux du but en blanc, ça risque pas de déclencher du titre sur les réseaux sociaux. En revanche, sur Google, c'est une requête qui va être cherchée plusieurs fois et qui va vous permettre d'attirer des internautes. Petite parenthèse sur ce qu'on fait chez Rodacom sur le contenu, parce qu'il faut savoir que la création de contenu, c'est vraiment notre travail au quotidien, donc notre petite équipe de 4 que vous voyez là. Quand on crée un contenu pour nos clients, c'est déjà d'identifier des requêtes stratégiques, donc des requêtes qui sont cherchées, qui correspondent aussi aux objectifs de l'agence immobilière. Par exemple, si on a une agence qui veut vraiment développer la gestion locative sur un lieu précis parce qu'il a ouvert un nouveau service, nous, notre travail, ça va être d'aller chercher quelles sont les requêtes qui sont tapées autour de cet objectif-là et des requêtes qui sont aussi suffisamment pertinentes pour se positionner correctement. Ça va être aussi de créer le contenu dans sa globalité. Donc, il y a de la recherche documentaire parce qu'on va ajouter de la donnée, surtout quand on fait des contenus autour de l'axe vendeur, donc d'estimation de prix, par exemple. Ça va être tout le rédactionnel, rendre un contenu qui soit suffisamment lisible, qui soit logique, qui soit structuré, qui soit agréable à lire et qui donne aussi des informations.
Ça va être de la création de visuels pour rendre le contenu attrayant, tout simplement, et les ajouts de ces petits boutons, puisque notre objectif aussi, si on arrive à se positionner sur les moteurs de recherche, qu'on arrive à attirer des utilisateurs, c'est pour que derrière, vous puissiez gagner des mandats, des prospects, des acquéreurs, des vendeurs, etc. Et il y a aussi toute la partie intégration. Donc, on va renforcer le maillage interne, on va ajouter les balises troncs et les balises titres, pardon. Et on va évidemment construire les métadonnées, c'est-à-dire les marketer et faire en sorte qu'elles respectent les règles d'optimisation SEO. Et tout un autre travail aussi qu'on va faire, c'est suivre comment ces contenus évoluent, voir s'il y en a parfois qui sont en perte de vitesse et comment est-ce qu'on va faire pour consolider en fait tout simplement leur positionnement, vous faire certaines recommandations qui sont pas forcément du ressort du SEO, mais qui peuvent vous aider à améliorer le positionnement de votre site. Ça va être toute une veille technique qu'on fait avec les développeurs. Donc là, ça rejoint plutôt la partie qu'on a vue il y a 2 semaines avec Zoé, donc l'exploration du site. Et ça va être également toute la mise à jour de contenu, c'est-à-dire que plus on va créer de contenu, plus il va falloir mailler ces contenus entre eux. Donc il va falloir régulièrement faire des interventions pour renforcer le maillage interne. Mettre à jour les données quand il y a par exemple des modifications de prix, il va falloir les mettre à jour sur ces pages-là. Et de temps en temps, il faut aussi ajouter du contenu pour conserver son positionnement. On ne sait jamais si un concurrent a travaillé la même requête que vous. Pour pouvoir conserver son positionnement à nous, il va falloir qu'on ajoute un peu plus de contenu, qu'on détaille un petit peu plus peut-être, rajouter un paragraphe, changer la balise titre, ça peut arriver aussi, pour que le contenu se positionne de façon meilleure, tout simplement. Si vous avez des questions sur le positionnement de votre site internet, sur ses performances, n'hésitez pas à nous contacter. On réalise des audits SEO gratuits. Donc, exactement. Voilà. Donc, vous nous envoyez un petit message et nous, on va repérer les requêtes qui sont stratégiques pour vous et on va regarder comment est-ce que vous êtes positionné, quelles sont les recommandations qu'on peut vous faire pour mieux vous positionner. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, on a 2 questions. La première, est-ce que Google capte les mots-clés comme estimation et vente? Bien sûr qu'il les capte. Alors, si vous mettez juste vente tout seul, ça va pas être très efficace. Mais si vous désirez créer un contenu vente appartement Paris, par exemple, vous regardez combien de fois il est cherché par mois avec Google Trends et bien sûr qu'il va capter ce mot-là, d'autant plus si vous le répétez tout au long de votre contenu et que vous développez le cocon sémantique autour de ça et également vos titres, eh bien, bien sûr qu'il va comprendre ces termes-là et il va vous permettre d'attirer des prospects vendeurs et donc de gagner des mandats. On doit se retrouver dans 2 semaines pour le dernier webinaire de cette série qui va traiter du netlinking et de la célébrité. Donc, ce sera avec Romain, normalement. Donc, on va vous envoyer le replay de ce webinaire-ci pour que vous puissiez le revoir éventuellement. On vous redonne nos coordonnées au cas où, si vous voulez nous contacter pour nous poser quelques questions ou en savoir plus sur notre travail de référencement chez Rodacom. Et puis, on va se dire au revoir. Voilà, tout simplement. Merci à tous pour votre attention et puis à une prochaine fois, on espère. Au revoir. Au revoir.